Assalamu alaikum. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée toujours à la présentation d'ASP.NET MVC. Nous avons vu dans la vidéo précédente comment créer ce qu'on appelle un formulaire en utilisant le moteur de vue Razor, autrement dit en utilisant l'HTML helper qui permet de nous générer de l'HTML. C'est bon? Après avoir créé un formulaire, je veux maintenant, je vais me baser sur cet exemple, à savoir insérer un nouveau stagiaire dans la base de données. Je veux, lorsque l'utilisateur saisit les informations dans ce formulaire et clique sur le bouton envoyer pour valider le formulaire, avant que les données soient enregistrées dans la base de données, il faut vérifier si les données saisies par l'utilisateur dans ce formulaire sont conformes à ce qui est attendu par la base de données. C'est ce qu'on appelle la validation. La validation, on peut la faire dans le web de deux manières. Une validation dite côté client, pour laquelle nous écrivons du code JavaScript qui sera exécuté au niveau du navigateur, et ces vérifications seront effectuées dans le navigateur pour empêcher l'envoi ou la validation du formulaire si les données ne sont pas conformes à nos attentes. Et il y a un autre type de validation qu'on appelle la validation côté serveur. Cette fois-ci, les règles de validation, on les écrit où? On les écrit dans l'application, dans la partie serveur, à savoir le langage C#, puisque nous faisons du ASP.NET MVC. C'est bon? Dans cette vidéo, nous allons parler principalement de la validation côté serveur, vu que l'objectif de la playlist, c'est de faire ASP.NET MVC et non pas de faire du JavaScript. C'est bon? Maintenant, validation côté serveur, c'est quoi? C'est en fait vérifier la conformité des informations saisies dans le formulaire par rapport à ce qui est attendu par le serveur, généralement la base de données, puisque les stagiaires que nous avons dans notre exemple existent dans la base de données. Tout simplement, il faut vérifier avant l'enregistrement dans la base de données que les informations du stagiaire sont correctes. Pourquoi côté serveur? Parce que les règles de validation que nous allons écrire sont écrites dans le serveur, à savoir en utilisant le langage C#. Pour implémenter cette validation côté serveur en ASP.NET MVC, il y a des étapes à suivre. Et ce que je vais vous décrire dans ces vidéos est plus adapté à l'approche Database First. Pourquoi? Parce que, comme vous vous rappelez, pour notre exemple, le modèle de notre application a été généré à l'aide de Entity Framework en utilisant l'approche Database First. Nous avons créé la base de données en premier et puis nous avons utilisé Entity Framework pour qu'il nous génère le code du modèle. Résultat, toute modification dans l'un de ces fichiers, à savoir les fichiers générés par Entity Framework, sera perdue une fois nous mettons à jour notre modèle. Comment? Imaginons que dans ma base de données, je vais ajouter une nouvelle table et je veux que mon modèle ait accès à cette table. On la prend en considération cette table. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire un clic droit ici et nous allons cliquer sur mettre à jour le modèle à partir de base de données. Qu'est-ce qui va se passer? Entity Framework va supprimer tous ces fichiers et va régénérer de nouveaux fichiers. Donc, il va supprimer tous les fichiers, et recréer de nouveaux fichiers. Même si nous n'avons pas, par exemple, modifié la table stagiaire. Automatiquement, le code écrit dans cette classe, ou là ajouté par nous, sera perdu.
C'est pour cela il ne faut jamais, il faut éviter la modification de tout fichier généré euh, qui a été produit par un générateur de code. Donc ça, c'est une habitude qu'il faut prendre, qu'il faut mettre toujours dans la tête. Il faut éviter la modification de tout fichier généré par produit par un générateur de code. Parce que même si j'ajoute par exemple une méthode dans cette classe, une fois je vais mettre mon modèle, mon DB modèle, même si il n'y a aucun changement dans la base de données, donc qu'est-ce qui va se passer? Visual Studio va supprimer mon code et va recréer le code à nouveau. D'accord? Lorsque le fichier est supprimé, donc Visual Studio Entity Framework n'ira pas chercher ce que j'ai ajouté dans le fichier. Donc il supprime tout le fichier et il ajoute le code qui ajoute toujours. D'accord? Ça, c'est une règle qu'il faut prendre en considération. Maintenant, nous allons commencer par les étapes. La première étape que je vais vous décrire dans cette vidéo, c'est la description des règles de validation dans le modèle. Voici mon modèle. Je ne peux pas le modifier. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe dans le modèle. Ajouter une classe qu'on appelle metadata. Metadata. Le terme metadata en fait signifie la description des données. Metadata, les métadonnées, ce sont des informations qui permettent de décrire d'autres données. Une donnée pour décrire une autre donnée. Comme le schéma XML par exemple. Donc le schéma XML, son objectif c'est d'écrire les règles à respecter dans un fichier XML. C'est bon? Donc ce sont des métadatas. Ce sont des métadonnées. Nous allons écrire une classe public. Qu'est-ce que nous voulons nous pour cet exemple? Nous voulons établir les règles de validation d'un stagiaire avant insertion dans la base de données. Donc on a public classe stagiaire. Je vais suffixer par metadata. Donc je vais créer la classe stagiaire et je vais suffixer le nom de la classe par metadata. En fait, les étapes que je vais vous montrer dans cette vidéo, elles sont bien décrites dans la documentation officielle de Microsoft. Par la suite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le modèle généré par Entity Framework, à savoir la classe stagiaire. Et je vais copier-coller son contenu. CTRL-C. Et je vais coller. C'est bon. J'ai ma classe stagiaire metadata. Elle contient exactement ce que la classe stagiaire générée par Entity Framework contient. Donc en premier lieu, j'ai créé un fichier metadata.cs. J'ai ajouté dans ce fichier, dans cette classe, ça, je dois enlever ça. On ne peut pas créer une classe à l'intérieur d'une autre classe. D'accord? J'ai ajouté dans ce fichier une classe stagiaire metadata. Et cette classe, elle contient exactement ce que la classe stagiaire générée par l'entité framework contient. Bima'na, la liste des propriétés. Maintenant, commençons par ajouter une règle de validation pour chaque information. Par exemple, regardez. Ces règles de validation sont ajoutées à l'aide de ce qu'on appelle les attributs C#. Un attribut C#, c'est ce qu'on avait utilisé par exemple dans le contrôleur. Si vous vous rappelez, pour l'action insérer. On avait dit que cette action sera exécutée en deux modes, en get, HTTP get et en post, HTTP post. D'accord, ça c'est ce qu'on appelle un attribut C#. Si je clique sur, c'est une classe qui hérite une classe attribute. Voilà, qui est la classe attribute. C'est bon? Donc ça, ce qu'on appelle des attributs C#.
D'accord? Ce sont des classes qui permettent de décorer les membres de nos classes ou bien les membres de nos classes. Par exemple, lorsqu'on fait sérialisable, on a déjà vu ça. Lorsque nous voulons dire que notre classe est une classe sérialisable, nous ajoutons quoi? L'attribut sérialisable. D'accord? C'est une information supplémentaire pour la classe qui donne un sens supplémentaire à la classe. Donc, par exemple, quel sens je veux ajouter à cette propriété? Par exemple, request, bien sûr, ne sera pas reconnu. On doit inclure ce namespace. On doit inclure ce namespace. À savoir system, component model, data annotation. Donc, request, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce champ est obligatoire. Et maintenant, dans le formulaire, l'utilisateur doit obligatoirement remplir, donner cette information. Sauf que une chaîne vide est une valeur. Et maintenant, chaîne vide, ça ne veut pas dire mon compte, mais c'est nul. Donc là, nous avons d'autres choix. Entre parenthèses, allow anti-string. Est-ce que vous acceptez les chaînes vides? Non. Je ne vais pas accepter les chaînes vides. On doit bien mentionner. Si jamais l'utilisateur ne respecte pas cette règle, qu'est-ce que nous allons afficher comme message d'erreur? Voilà. C'est une chaîne de caractères. Donc, allow empty string, est-ce que les chaînes vides sont acceptées? Non. Je ne veux. Parce qu'une chaîne vide, c'est quoi? C'est ça. Ou bien c'est des espaces. Je veux qu'il saisisse un numéro d'inscription correct. Error message, c'est le message d'erreur qui va apparaître si, par exemple, l'utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il ne saisit pas un numéro d'inscription. Je vais lui dire non, numéro d'inscription requis. C'est bon? C'est bon? D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle required. Ça, c'est required. Autre chose, lorsque nous avons créé notre base de données, nous avons créé la table stagiaire, nous avons dit que ce qu'on appelle numéro d'inscription est une varchar de taille 20. De taille 20. D'accord? De taille 20. Donc, comment dire que notre chaîne ne doit pas dépasser 20 caractères? Il y a ne doit pas dépasser. Il y a max length, il y a la taille minimale, il y a la taille exacte. D'accord? Nous ne voulons pas dépasser combien? 20. Nous ne voulons pas dépasser 20. C'est bon, nous ne voulons pas dépasser 20 caractères. En plus, on peut spécifier un message d'erreur si l'utilisateur ne respecte pas cette règle, à savoir error message. Numéro d'inscription ne doit pas dépasser 20 caractères. C'est bon? Le numéro d'inscription ne doit pas dépasser les 20 caractères. Donc ça, c'est pour note nulle, et ça, et on n'accepte pas les chaînes vides, et ça c'est pour limiter
le nombre de caractères à saisir par l'utilisateur dans le formulaire. Pour le nom, je pense qu'elle aura aussi les mêmes, ce qu'on appelle les mêmes contraintes, sauf que pour moi, le nom était 50 notes nulles, voici, et 50 caractères. Là, je vais lui dire que c'est 50. Au lieu de dire numéro d'inscription, non requis, non ne doit pas dépasser 20 caractères. De même pour le prénom. Pour le prénom est requis et le prénom ne doit pas dépasser ce qu'on appelle les 50 caractères. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, nous avons une classe qui a la même structure que la classe stagiaire et pour chaque propriété, nous ajoutons des informations supplémentaires qui permettent d'implémenter les règles de validation. La date de naissance, elle est aussi requise. Date de naissance requise. C'est bon. C'est une date. D'accord. Je pense qu'on pourrait display format. Pour ça, apply format. Pardon. Et oui, nous allons voir. En fait, je vais revenir parce que je ne me rappelle pas exactement quoi mettre. Ici, je vais revenir faire ça. D'accord. C'est juste pour vous expliquer l'idée, c'est je veux imposer que les dates soient de ce format. C'est ça, le jour, le mois et l'année. Je veux imposer une règle pour le champ date de naissance qui est normalement une date. Et la date, pour moi, elle devrait être saisie par l'utilisateur en respectant ce format. Donc, je vais revenir vers ça. D'accord? C'est bon. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce qu'on appelle l'ID du groupe. D'accord? Parce que dans la base de données, l'ID du groupe, il est obligatoire. Et le sexe. D'accord? L'ID du groupe, c'est un champ obligatoire. C'est un champ obligatoire. Groupe requis. Le groupe est requis. Le groupe, il est requis. D'accord? Et nous allons voir que c'est un entier. D'accord? C'est un entier. Data type, exactement. Data type. Data type, en fait, c'est propriété data type. Ouais. C'est un entier. En fait,
n'y a pas le numérique. Donc c'est pas pour ça, c'est pas par ça, d'accord. Je vais revenir vers ça avant. Non, normalement c'est data type. Ou bien non, non, non. Je vais revenir vers ça. Je vais revenir vers ça par la suite. Il reste le sexe, d'accord. Sexe, le sexe, c'est une chaîne de caractères. La base de données, c'est une chaîne de caractères de taille 15. Voilà, sexe requis. Le sexe ne doit pas dépasser 15 caractères. D'accord. Et en plus, pour le sexe, nous avons une contrainte check. Il doit soit être masculin, soit être féminin. Qu'est-ce que je vais faire? Il y a une façon pour implémenter cette règle. C'est regular expression. Et maintenant, une expression régulière. Maintenant, nous fournissons ce qu'on appelle un pattern. Un pattern, je vais lui dire que c'est soit masculin ou bien féminin. On doit impérativement saisir une de ces chaînes, soit masculin ou féminin. Par la suite, nous allons préciser erreur, le message d'erreur. Comme quoi, le sexe doit être masculin ou féminin. C'est bon? Donc ça, c'est les règles de validation pour ce formulaire. Généralement, ils doivent correspondre à ce qui est défini dans la base de données. Donc là, je répète, request pour dire qu'un champ obligatoire, max length pour la taille maximale, je sais pas, c'est ce qu'on a fait, et regular expression, si nous avons une entrée qui doit respecter un pattern, ou là un modèle, ou bien un motif bien précis. Les expressions régulières, on les a déjà vues par exemple sur l'ASP.NET Web Forms, regular validation. Donc il y a on a pu faire ce qu'on appelle la validation côté serveur en utilisant regular validator, c'est ça, d'accord. Ou bien on l'a utilisé aussi dans JavaScript, d'accord, pour faire de la validation côté client. Donc je répète ce que j'ai fait. J'ai créé une classe metadata qui contient une classe qui s'appelle stagiaire metadata. J'ai copié-collé la structure de la classe stagiaire dans la classe stagiaire metadata. J'ai inclus le namespace System Component Model Data Annotation. On les appelle dans le mode en Java, on fait comme ça. On les appelle des annotations. On a déjà fait ça dans l'Android lorsque nous faisons par exemple override. Override en Java, c'est une annotation. C'est bon? Et nous ajoutons nos règles de validation. J'espère que c'est juste la première étape. Nous n'avons pas encore terminé, c'est la première étape. Je vais continuer les autres étapes dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Merci pour votre attention.